Le gouvernement des États-Unis a mené avec succès une frappe de grande envergure contre le Venezuela et son dirigeant, le président Nicolás Maduro, qui a été capturé et exfiltré du pays. Cette opération a été réalisée en collaboration avec les forces de l'ordre américaines. Message publié par le président américain Donald Trump le samedi 3 janvier à 4h21 de la côte Est, annonçant au monde que le gouvernement américain avait atteint un de ses principaux objectifs, capturer le président Maduro. La date est importante pour deux raisons. D'une part, cela ne fait que quelques heures, d'autre part, cela fait 35 ans, jour pour jour, que les forces américaines capturaient le dirigeant panaméen Manuel Noriega, également accusé de trafic de drogue et s'accrochant au pouvoir après une élection contestée, comme Maduro. Dans une interview à Fox News, le président Trump a déclaré que Maduro et sa femme avaient été emmenés sur l'United States Ship Hiroshima, un navire de guerre américain dans les Caraïbes. D'après la procureure générale Pam Bondi, ils seront jugés devant un tribunal américain. L'annonce a suivi de près des signalements d'explosions et de survols d'avions militaires à Caracas par des habitants, dont des correspondants de Cable News Network. La première explosion à laquelle ils ont assisté s'est produite à 0h50 de l'Est. En 3 heures, les forces américaines ont capturé un chef d'État en exercice et l'ont évacué de son pays. Je vais le répéter, toute cette opération n'a pris que 3 heures et demie. Donc, puisque 2026 a décidé de commencer de façon complètement folle, c'est pour ça que je suis ici un samedi après-midi. Examinons ce que nous savons, ce que nous ne savons pas, et ce que cette attaque signifie pour la région au sens large. Commençons par ce que nous savons à l'heure d'environ 16h heure d'Europe centrale, 16h15. Nous diffusons cette information. Le 2 janvier, le président Maduro est apparu à la télévision d'État lors d'une rencontre avec des responsables chinois à Caracas. C'était la dernière fois qu'il serait vu en public. Quelques heures plus tard, les frappes ont commencé. Un journaliste local a déclaré à NPR avoir entendu 2 explosions à l'aéroport militaire de La Colota, principale base aérienne de Caracas, suivies d'incendies rapidement maîtrisés sur la piste. Immédiatement après, ils ont signalé avoir entendu des détonations similaires dans d'autres parties de la ville et des avions volant à basse altitude au-dessus de Caracas pendant environ 1 heure. Je cite, « Le sol a tremblé, c'est horrible. Nous avons entendu des explosions et des avions. » La société de presse a rapporté qu'au moins 7 explosions ont été entendues à Caracas pendant cette période. Et selon renseignements en source ouverte et Fender, un ancien compte qui utilise le renseignement en source ouverte pour suivre les conflits dans le monde entier, Fuerza Tuna, la principale base militaire de la capitale, avait également été visée lors de ces frappes. Parmi les autres sites visés figurent Serra al-Valcán, un site clé d'antenne, l'aéroport La Garea, le principal port maritime du Venezuela près de Caracas, et l'aéroport Irarat, une base aérienne du Miranda. Bien que d'autres sites aient pu être visés, ce sont les seuls qui ont été confirmés par des sources sur le terrain. Des responsables américains ont déclaré à Columbia Broadcasting System que la Delta Force, unité d'élite de l'armée américaine, a mené les attaques. Les mêmes responsables ont dit à Columbia Broadcasting System que l'armée avait envisagé d'effectuer la mission au Venezuela à Noël. Les frappes aériennes américaines au Nigeria contre l'État islamique ont été prioritaires, offrant à l'armée plus d'options après Noël. Mais l'opération a été retardée jusqu'à ce que la météo soit suffisamment favorable pour avancer, et elle a bien eu lieu. Après que la poussière soit retombée, Maduro fut capturé et Trump fit son annonce sur Truth Social. Ainsi, les hypothèses tacites de 35 ans de politique américaine envers l'Amérique latine avaient été totalement renversées. Il semble qu'il n'y aura pas d'autres attaques pour le moment. Mike Lee, un sénateur américain qui s'est entretenu avec le secrétaire d'État Marco Rubio après les attaques, a publié sur X que le secrétaire ne prévoyait aucune autre action maintenant que Maduro était en détention. Il a également annoncé que Maduro serait jugé pour des accusations criminelles aux États-Unis, où il est inculpé de narcoterrorisme, de corruption, de trafic de drogue et d'une série d'autres chefs d'accusations criminelles. L'absence d'attaque prévue ne change pas grand-chose. À Caracas, le gouvernement a décrété l'état d'urgence, exigé une preuve de vie de Maduro et convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies sur les attaques américaines. Le ministre vénézuélien de la Défense, Vladimir Pedrino López, a appelé au calme et à l'unité, annonçant le déploiement de l'armée dans tout le pays face à ce qu'il décrit comme la pire agression subie par le Venezuela. Je me cite ici, « Ils nous ont attaqués, mais ils ne nous soumettront pas ». Ne cédons pas à la panique que l'ennemi cherche à instaurer. De plus, Caracas a exhorté ses partisans à descendre dans la rue. L'appel a été entendu dans les quartiers favorables à Maduro, où, selon l'Associated Press, des civils armés et des miliciens non uniformés ont défilé avec des affiches à son effigie. Dans d'autres quartiers, les rues sont restées désertes longtemps après l'attaque.
Certaines zones étaient encore sans électricité, mais la circulation était libre. En dehors du Venezuela, les réactions ont été pour le moins variées, notamment en Amérique latine. Le président argentin Javier Milei a salué la nouvelle, affirmant que la liberté était enfin arrivée au Venezuela. Tandis que le président colombien Gustavo Petro, qui a également été la cible de la colère de Trump, a condamné les frappes comme une atteinte à la souveraineté de l'Amérique latine, avertissant d'une crise humanitaire. La Colombie déploie aussi son armée à sa frontière de 2219 km avec le Venezuela, officiellement pour gérer l'afflux de demandeurs d'asile, mais aussi probablement comme mesure défensive si le conflit s'étendait au-delà du Venezuela. En Europe, la réaction a été plus prudente, l'Allemagne exprimant sa vive inquiétude. L'Espagne s'est proposée comme médiateur, tandis que le haut représentant de l'Union européenne a appelé à la retenue et souligné le manque de légitimité de Maduro. Plus révélatrice pourrait être la réaction ou son absence des principaux alliés du Venezuela, l'Iran, Cuba et la Russie. Le Kremlin s'est dit très préoccupé par l'attaque et insiste sur l'importance d'éviter l'escalade et de privilégier le dialogue pour résoudre le conflit. Il n'a pas mentionné que ces événements ont eu lieu peu après la signature d'un partenariat stratégique entre Moscou et Caracas pour renforcer l'armée vénézuélienne, partenariat peu utile à Caracas, comme le partenariat Iran-Russie l'a été pour Téhéran lors de la guerre de l'an dernier avec Israël. Sauvage. Le ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié l'attaque de violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité du Venezuela. Alors que le président cubain, Miguel Díaz-Canel Bermudez, a appelé la communauté internationale à dénoncer ce qu'il a qualifié de terrorisme d'État contre le peuple vénézuélien. Si vous jouez au bingo de l'axe de la résistance, notez que la Chine, alliée du Venezuela, n'a pas encore réagi publiquement. Avec tout cela en tête, voyons maintenant ce que nous ne savons pas. D'abord, il y a la question de la légalité des frappes, tandis que le sénateur Lee, avocat constitutionnaliste, a affirmé que l'administration Trump était justifiée, puisque le président avait l'autorité de protéger le personnel américain contre une attaque imminente réelle. Des démocrates, dont le sénateur Andy Kim, ex-diplomate, ont jugé l'action illégale et dangereuse pour des vies américaines. Ils ont indiqué aux autres superpuissances que cibler un chef d'État en exercice est acceptable pour le gouvernement américain. Nous ne sommes pas des experts des subtilités de la Constitution américaine, mais nous pouvons vous garantir cela. C'est une question à laquelle le Congrès et peut-être la Cour suprême devront répondre un jour. Deuxièmement, nous ne savons pas qui dirige actuellement le Venezuela ni combien de temps leur règne va durer. Pour le moment, il semble que la plupart des proches de Maduro aient survécu aux frappes et que le vice-président va prendre le relais, maintenant ainsi le statu quo actuel. Cependant, il y a deux scénarios distincts que nous devons envisager. L'un où l'Amérique traite avec les derniers responsables pour transférer le pouvoir à Edmundo González, que Washington a reconnu comme président légitime du Venezuela après les élections contestées de 2024 ou 2. Que l'armée profite de la confusion et du désordre créés par les frappes américaines pour s'emparer du pouvoir lors d'un coup d'État. Ce ne serait pas la première fois que l'armée tenterait de profiter d'une crise pour prendre le pouvoir. C'était une crainte exprimée par Pedro Ras Arroyo, un entrepreneur vénézuélien qui, s'exprimant en exclusivité pour Warfront, a déclaré que le vide de pouvoir laissé par l'absence de Maduro pourrait encourager certains membres de l'armée à lancer des tentatives violentes pour la présidence, ce qui entraînerait, et nous le citons ici, un bain de sang. Si le deuxième scénario devait se produire, il est possible que Washington soit contraint de lancer une nouvelle opération pour installer un gouvernement qui bénéficie de son soutien. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, nous ignorons si Maduro a conclu un accord avec Washington, et que les attaques étaient orchestrées pour lui permettre de quitter le pouvoir sans perdre la face. Certains opposants vénézuéliens ont dit à Sky News que cela restait possible, car Maduro a déjà plusieurs fois exprimé sa volonté de négocier avec Trump. Cependant, soyons honnêtes, cela ne semble pas très plausible. Puisque le sénateur Lee a déclaré que Maduro serait accusé aux États-Unis, il est aussi peu probable que Trump veuille aider Maduro à sauver la face après leur année conflictuelle. De plus, Rubio est un opposant de longue date à Maduro et milite depuis longtemps pour son éviction. Donc la possibilité que Washington ait choisi d'être généreux envers Maduro est incroyablement mince, cependant, mince ne veut pas dire zéro. Qu'est-ce que cela implique pour la région ? Cette attaque contre le Venezuela peut sembler n'être qu'une composante de la campagne de Trump et Rubio contre Maduro. Mais ce serait oublier la forêt en fixant les arbres. Il y a une stratégie plus vaste en jeu ici, une stratégie qui a été révélée dans la stratégie de sécurité nationale récemment publiée. Maintenant, au cas où vous auriez manqué notre vidéo analysant ce document, voici ce que vous devez savoir sur l'Amérique latine.
L'administration Trump a annoncé qu'elle réinstaurerait la doctrine Monroe, ce qui signifie essentiellement que tout l'hémisphère occidental est l'arrière-cour de Washington. Les autres superpuissances ne sont pas les bienvenues. Les régimes de chaque pays doivent suivre les intérêts américains, sous peine d'affronter la colère de Washington. L'opération est donc cruciale. Tous les dirigeants d'Amérique latine observent et évaluent, bien au-delà des frontières du Venezuela. Si les États-Unis peuvent mener une frappe de décapitation contre un président en exercice en quelques heures, qu'est-ce que cela signifie pour leur propre sécurité? Quelles lignes rouges existent encore? Cuba doit être particulièrement nerveux en ce moment. La nation insulaire dépend fortement du pétrole vénézuélien et a envoyé des milliers de personnes au Venezuela au fil des années. Elle a aussi passé des décennies sur la liste noire de Washington, la Central Intelligence Agency ayant tenté d'éliminer Fidel Castro avec tout, des balles au cigare explosifs. Avec le départ de Maduro, Cuba perd une bouée de sauvetage économique essentielle, tandis que ses dirigeants seront terrifiés à l'idée d'être les prochains à bénéficier d'un traitement spécial des États-Unis. Daniel Ortega du Nicaragua, critique de Washington et proche de la Russie et de la Chine, doit aussi se demander s'il est sur la liste. Même si le président colombien Gustavo Petro est sans doute protégé grâce à la coopération de Bogota avec Washington, il ressent probablement une certaine anxiété aujourd'hui. Mais les adversaires de l'Amérique ne sont pas les seuls à devoir revoir leurs calculs. Même les alliés devraient en s'interroger sur l'impact de leurs relations avec Washington sur leur pouvoir. La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, a équilibré entre Washington et sa propre politique. Désormais, elle subit sans aucun doute des pressions pour soutenir plus clairement ce que Donald Trump souhaite, même si cela va à l'encontre de ses propres intérêts. Lula du Brésil a tenté de se positionner comme médiateur dans les conflits régionaux. Ce rôle s'est complexifié. L'opération modifie aussi le calcul pour les investissements chinois et russes dans la région. Pékin a investi des milliards dans des projets d'infrastructures, de mines et d'énergie en Amérique latine. Moscou a vendu des armes et fourni une assistance technique à plusieurs gouvernements. Les deux ont utilisé le Venezuela comme principal point d'appui dans l'hémisphère. Si Washington peut renverser un gouvernement de façon aussi décisive, est-ce que cela pousse d'autres pays à réfléchir à deux fois avant de renforcer leurs liens avec Pékin ou Moscou, ou bien cela les incite-t-il à rechercher des garanties plus solides auprès de ces puissances? Est-ce que ces garanties ont une quelconque valeur face à un Washington qui a prouvé être extrêmement capable de renverser un dirigeant dans sa propre capitale? Encore une fois, il faut insister ici. Toute l'opération a duré moins de 3 heures et tout a changé. Cela fait paraître le conflit décisif de 12 jours d'Israël contre l'Iran comme la guerre de 30 ans. Il y a aussi la question de ce qu'il advient du pétrole du Venezuela. Le pays possède la plus grande réserve de pétrole prouvée au monde. Avec Maduro parti, ces réserves pourraient être à prendre. La Chine investit massivement dans le pétrole vénézuélien et des sociétés russes participent à des co-entreprises. Les entreprises américaines ont été largement exclues en raison des sanctions. La lutte pour le pétrole vénézuélien pourrait transformer les marchés mondiaux de l'énergie. Il y a aussi l'aspect humanitaire. Le Venezuela a déjà provoqué l'une des plus grandes crises de réfugiés de l'histoire récente, avec des millions de personnes ayant fui le pays depuis 2015. La Colombie, principal pays d'accueil des réfugiés vénézuéliens, envoie déjà des troupes à la frontière. Une intensification de la violence ou un effondrement économique accru pourrait fortement augmenter ce nombre. Le Pérou, l'Équateur, le Chili et d'autres pays accueillant des migrants vénézuéliens se préparent à la suite. Et planant au-dessus de tout cela, il y a la question de ce qui se passera si le Venezuela se divise. Si les vestiges du régime s'accrochent au pouvoir alors que le peuple se soulève, risque-t-on une violence à grande échelle, une guerre civile, où le régime et l'armée se réuniront-ils rapidement sous une nouvelle direction pour continuer efficacement ? Comme l'a souligné Tiziano Breda, analyste principal Amérique latine chez Armed Conflict Location et Event Data Project, une transition en douceur reste peu probable. Le risque de résistance de groupes armés pro-régime, y compris au sein de l'armée et de réseaux de rebelles colombiens, reste élevé. En résumé, nous ne pouvons pas dire avec certitude ce qui va se passer ensuite. Ce que nous pouvons dire, c'est que c'est une crise dont l'impact se fera sentir longtemps après que le successeur de Maduro aura été choisi. Une crise qui pourrait remodeler l'Amérique latine telle que nous la connaissons. Merci de nous avoir regardés. Nous publierons d'autres mises à jour dès que nous en saurons plus.